Madame, Monsieur, bonsoir. Un enfant devrait tenir un cahier entre les mains, pas un fusil. Pourtant, dans de nombreux conflits à travers le monde, des milliers de mineurs sont arrachés à leur innocence et plongés dans l'horreur des combats. Manipulés, enrôlés de force ou contraints sous la menace, ils deviennent les instruments d'une guerre qui n'est pas la leur. Selon l'UNICEF, il serait 300 000 enfants actuellement associés à des milices ou à des groupes armés, la majorité se trouvant en Afrique. En République démocratique du Congo, la situation est particulièrement alarmante. Dans la seule région du Kasaï, entre 5 000 et 10 000 enfants auraient été enrôlés par des milices. Malgré les discours et les condamnations, la communauté internationale peine à traduire ses engagements en actions concrètes. Désarmer un enfant ne suffit pas. Il faut lui rendre son humanité, lui offrir une éducation, une place dans la société. Et face à ce fléau, le Maroc agit. Depuis 2022, le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats basé à Dakhla œuvre pour lutter contre ce phénomène en sensibilisant sur ses mécanismes et ses causes profondes. Une initiative qui rappelle que la bataille contre l'enrôlement des enfants ne se gagne pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi sur celui de la prévention et de l'éducation. Alors au lendemain de la journée internationale des enfants soldats dédiée aux milliers de garçons et de filles enrôlés de force dans les groupes armés, nous faisons le point sur la situation ce soir avec nos experts. D'abord sur le plateau, colonel Hassan Saoud, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous depuis Paris le professeur universitaire et spécialiste des questions militaires et sécuritaires, professeur Abdelrahman Kawi, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir à tous et j'espère que ce thème attirera l'éclairage suffisant pour alerter l'opinion nationale et internationale sur l'enrôlement et l'embrigadement des enfants soldats. Justement, professeur Mkawi, pourquoi on continue de recruter des enfants et pas des adultes ? Il y a plusieurs raisons, mais je dois rappeler pour vos téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'un enfant soldat. La Convention internationale des droits de l'enfant a bien défini qu'est-ce que c'est qu'un enfant soldat. C'est un enfant qui est âgé de moins de 18 ans, mais dans la plupart des théâtres d'opération, la plupart sont généralement âgés de 10 à 15 ans. Donc, c'est des enfants combattants, sont chargés de missions militaires au sein des milices, soit au Congo, soit au Ouganda, où l'armée du Seigneur enrôle 10 000 enfants, ou dans les camps de l'Ahmada à Tindouf, et même dans les camps anciennement de Topamaros en Amérique latine, du FARC, du Libéria, du Sierra Leone, etc. Donc il y avait pas mal de théâtres d'opération qui ont fait appel à des enfants soldats. Les raisons ils sont premièrement économiques. Les familles nombreuses préfèrent sacrifier leurs enfants, garçons ou filles, pour une milice, pour ne pas nourrir une bouche affamée. Pour des raisons aussi ethniques, idéologiques, comme le cas de l'armée du Seigneur en Ouganda, où Joseph Kony enrôle au moins 10 000 enfants dans la jungle de l'Ouganda et autour des lacs. Donc, il y a un autre théâtre d'opération qui est caractérisé par l'embrigadement des enfants soldats, c'est Goma, entre le Congo et le Rwanda. Et c'est un théâtre d'opération pour des raisons enjeux économiques ou l'implication de quelques multinationales, quelques marchands véreux du lithium, du bauxite ou de l'or, emploient beaucoup d'enfants. Donc l'enfant est utilisé soit comme esclave sexuel, soit comme messager dans l'espionnage, des espions, soit de logistique dans la cuisine, soit dans le théâtre d'opération en maniant les armes. N'oublions pas qu'il y a 100 millions d'armes légères en Afrique.
100 millions d'armes légères, Kalachnikov, jusqu'à AK-47 et d'autres armes Uzi israéliennes et d'autres types d'armes que les enfants manipulent aisément dans ces foyers de tension, soit en Afrique, soit en Amérique latine, soit aussi en Asie, en Birmanie ou aux Philippines. Donc il y a beaucoup de théâtres d'opération qui emploient, qui utilisent les enfants dans pas mal d'emplois, dans pas mal de missions, et surtout la mission du renseignement et de la torture. Il s'avère que les enfants sont des officiers redoutables dans l'interrogatoire. M. Hassan Saoudi. Oui, justement, parce qu'entre victimes et bourreaux, il n'y a qu'un fil finalement pour ces enfants. Ils se retrouvent à être les deux au final. Ils sont victimes, puisqu'ils sont enrôlés généralement de force. Après, comme vient de l'expliquer le professeur Mkawi, ça peut être pour des raisons religieuses, économiques ou autres. Mais ils se retrouvent aussi des bourreaux. À des âges très très jeunes. Il faut préciser peut-être d'abord, pour un peu planter le décor, quel est le nombre de ces et vous l'avez dit, c'est 300 000 dans le monde. Oui. Et avec un lot de 120 000 en Afrique. Donc nous avons ce triste record. Quand mon ami Mkawi a parlé des enfants soldats, un enfant soldat enrôlé, soit dans les armées nationales, soit dans des groupes armés, quelle qu'elle soit sa fonction. Il peut être un agent de renseignement, il peut être un cuisinier, il peut être jusqu'à être une bombe jetable. Donc la définition est quand même extensive. À partir du moment où il est enrôlé, chaque fonction en tant que mineur, et un mineur évidemment, il n'a pas cette faculté de discernement. Les raisons, et il les a dit, mais auteur aux victimes, je pense que la frontière est tenue, elle est vraiment tenue, mais l'âge permet quand même de donner ce qu'on appelle l'excuse absolutoire par la loi, et évidemment de ne pas le considérer comme un enfant soldat parce qu'il est jeune. Quand vous avez enrôlé des enfants de 7, 8, 9, 10 ans, je ne sais pas comment on peut leur appliquer bourreau. Je pense que même dans le droit international humanitaire, ces qualificatifs sont, de mon point de vue, assez faux. Un enfant est un enfant et il doit être protégé et il doit être traité en tant que tel. Parce que même s'il est dans des conflits armés. Je rappelle, je vais vous donner un chiffre aussi qui fait froid dans le dos. Dans le monde aujourd'hui, il y a 376 millions d'enfants qui sont dans les conflits armés. Pourquoi je parle des conflits armés? Parce que, madame, c'est un vivier de recrutement des groupes armés, même de la société criminelle transnationale. Et tous les dispositifs des Nations Unies, comme vous voulez, la Convention des Nations Unies sur la protection des enfants, le protocole de Paris, le protocole important de Vancouver qui implique les opérations de maintien de la paix dans la protection des enfants soldats, sont des éléments importants. Mais, madame, la difficulté, c'est la déclinaison de toutes les conventions et de toutes les lois sur les territoires nationaux. Et c'est ça le problème concernant ces enfants soldats. Deuxièmement, la traçabilité de ces enfants soldats, dont une bonne partie deviennent des chefs de milice. Et donc, il faut absolument que les États qui ont signé tous les protocoles sous forme de plans nationaux, comme on les appelle, appliquent la loi. Et peut-être qu'on y reviendra, le rôle de la CPI, de la Cour pénale internationale, à ce sujet, parce qu'il y a des problèmes de part et d'autre que peut-être on pourra développer rapidement. Justement, l'Afrique, vous l'avez dit, compte plus d'un tiers des enfants embrigadés ou enrôlés dans des conflits
armés. Et pour ne pas aller très loin, il y a des enfants soldats dans les camps de Tindouf. Absolument. Comment un pays signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant peut, avec les obligations que cela induit, peut encore accepter cela? La question se pose aujourd'hui, malgré les appels de nombreuses ONG pour alerter contre ces pratiques dans les camps de Tindouf. Notre représentant aux Nations Unies a bel et bien démontré la participation des enfants soldats dans les milices du Polisario. Un grand témoin, M. Di Mistura, a assisté du visu. Il a été reçu par des enfants qui n'ont pas la taille d'un fusil. Et il n'en a pas dit un mot, ceci dit en passant. Et donc, je pense que la communauté internationale aujourd'hui est consciente que le pays voisin, via le Polisario, est en infraction avec toutes les conventions concernant l'emploi des enfants soldats qu'il faut combattre. Mais je pense que jusqu'à présent, on le verra peut-être, il n'y a pas vraiment de répression contre les réfractaires ou les infracteurs. Ce Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats à Dakhla, qui a déjà depuis sa création en 2 ans, il faut le rappeler, travaillé sur plusieurs études, colonel Saoud, dont une qui a découlé d'un rapport qui s'est penché sur 3 questions principales, notamment sur le recrutement d'enfants qui existe encore dans certaines régions d'Amérique latine. Et c'est intéressant de faire aussi ce lien entre le modus operandi en Amérique latine et ce qui se fait par les milices du Polisario dans les camps de Tindouf. Ce centre international de la protection contre l'emploi des enfants soldats est une initiative diplomatique du ministère des Affaires étrangères marocain. Il faut le souligner. Et il est implanté à Dakhla. Et il a déjà fait des productions, justement, dans une cartographie mondiale des enfants soldats. Exactement. Et il a déterminé que les enfants soldats sont évidemment en Afrique, ils sont aussi au Moyen-Orient, ils sont en Asie, l'Afghanistan, le Myanmar, ils sont également au Yémen. Et il y a une cartographie très importante. Donc, on n'a pas d'enfants soldats en Scandinavie, vous le comprendrez bien. C'est lié à de la conflictualité. Si on décolère, on ne colère pas, c'est la conflictualité avec les enfants soldats, on n'a pas fait le travail. C'est là où il faut travailler. Et ce centre a fait une réflexion justement sur les causes, sur les implantations, et ça a été dit par Kawi, les causes économiques, les causes sociales, etc. Mais il produit déjà, il y a une production intéressante qui continue. Il est de création récente. Maintenant, madame, quel est le problème dans cette problématique? La problématique, c'est qu'on nomme pas les choses par leur nom. Les pays connaissent les miliciens ou les milices, les chefs de milices qui emploient les enfants soldats. Il faut les communiquer. Les procès qu'on a vus à la CPI concernant cette problématique, ils ne concernent que les Africains. L'Ouganda, la République démocratique du Congo et quelques autres pays. Mais ce n'est pas suffisant. Et un autre point important, c'est qu'il faut que les Nations Unies et les organisations continentales telles que l'Union africaine associent la société civile à l'identification de ces soldats, des enfants soldats, des lieux où ils sont implantés et des chefs qu'ils recrutent. Parce que c'est ça qui permet à un moment donné une reddition des comptes et des responsables. Alors, une reddition des comptes des responsables, d'autant plus que le centre a développé, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, absolument. Vous parlez de cartographie, des cartes pour surveiller et diffuser en temps réel les mouvements des milices et des groupes armés, ciblant le recrutement d'enfants dans diverses régions du monde. Donc, en fait, la donnée, elle est là. Elle est produite par ce genre de centre, absolument. Qui fait quand même exception sur notre continent. Oui. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait au niveau de la communauté internationale? C'est toute la problématique. C'est des données qui restent inaudibles au final. Et oui. Dans ce domaine, madame, toute la littérature juridique, toutes les conventions existent.
Oui. Et signé, ratifié, même par des États qui accueillent ce genre de pratiques horribles. Quoi. Tout à fait. Et le Maroc en a signé toutes, y compris la dernière du principe de Vancouver qui implique les OMP dans cette problématique des enfants. Et donc, la surveillance satellitaire existe aussi. Oui. Les renseignements existent. On sait où ça se trouve. Les États ont identifié déjà les chefs qui recrutent les enfants soldats. Que fait l'ONU? L'ONU, il produit évidemment des inquiétudes. Il y a des résolutions, il y a beaucoup de résolutions, mais c'est dans les réponses judiciaires des États, de l'ONU et des organisations continentales que les choses ne sont pas bien ficelées. Justement, bien ficelées, à quel niveau? Comment agir, professeur Mkawi, pour que cesse le recrutement d'enfants soldats? Nous sommes en 2025. Hier, 12 février, c'était cette journée internationale pour justement alerter contre ce phénomène d'enfants soldats. Comment agir pour que cela cesse, notamment sur notre continent? Oui, si vous permettez, il n'y a pas que le continent africain qui est touché par cette contagion de l'enrôlement et l'embrigadement des enfants de 6 à 18 ans, moins de 18 ans, dans des milices ou même dans des armées. On remarque en Europe actuellement, selon un rapport parlementaire suédois actuel d'aujourd'hui, il publie qu'il y a 200 gangs, milices en Suède avec des enfants, des mafias qui utilisent des enfants dans le commerce de la drogue, dans la prostitution et dans plusieurs phénomènes illicites. Il y a en France, en Italie, les enfants de Marseille, la mafia des Z. C'est une mafia qui est très juvénile, dont le chef ne dépasse pas 15 ans et qui sont lourdement armés. Dans plusieurs pays européens comme l'Albanie où une mitraillette coûte 400 €. Donc le phénomène s'est propagé même en Europe. Ce n'est pas simplement un problème européen. Mais l'ONU, qui est une machine bloquée actuellement dans tous les conflits et dans tous les phénomènes, n'agit vraiment que très timidement ou que à travers des rapports d'éthique ou de morale pour alerter ici et là-bas, mais les États qui abritent, qui parrainent, qui arment ces milices et qui connaissent leur mode opératoire et qui ne sont des milices qui n'ont ni le droit de la guerre ni le droit de la paix, sont capables d'arrêter ce phénomène. Pourquoi ne pas agir au niveau du Conseil de sécurité? Parce que jusqu'à date, le Conseil de sécurité n'a jamais débattu de l'enfant soldat. Et c'est parce que cette machine onusienne, elle est bloquée. Et tout le monde sait, comme disait Hassan Saoud, connaissent, identifient les milices, le nombre des enfants, garçons et filles, etc. Et leur mission au sein de ces milices. Et malheureusement, depuis 75-76, l'on voit des enfants sahraouis par le truchement de la gauche espagnole, et je lui incombe la responsabilité à Cuba. C'était des enfants, des filles et des garçons de 8 à 10 ans. Et c'était une immigration forcée, les hijra al-Qasriya. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait à Cuba. Est-ce qu'ils ont appris l'entraînement militaire? Est-ce qu'ils ont appris d'autres choses? Pour mes enquêtes personnelles, ils disent qu'ils étaient utilisés dans les fermes de tabac ou de maniement d'armes. Mais jusqu'à maintenant, l'ONU est vraiment timide
Le Conseil de sécurité n'a jamais débattu, malgré que les deux premières guerres, parce que le phénomène ne date pas d'hier, madame, il date de 1870, la première guerre franco-allemande où il y avait l'emploi massif des enfants. C'est des millions d'enfants qui ont été utilisés dans la Première Guerre et dans la Deuxième Guerre mondiale et dans toutes les guerres. Alors avant justement d'arriver aux guerres... L'ONU, excusez-moi, l'ONU compte actuellement, et ça c'est le rapport de l'Institut des crises actuellement, compte 200 conflits à travers le monde. 200 conflits. Tous les conflits n'utilisent pas les enfants, mais la plupart font appel à des enfants justement dans leurs missions différentes, des missions différentes dans des théâtres d'opérations différents. Et des fonctions effectivement différentes, comme vous l'avez si bien rappelé au début de cette émission. Pour clore cette émission, colonel Saoud, comment sensibiliser, prévenir du recrutement d'enfants soldats? D'abord, il faut préciser que les enfants soldats sont liés, d'ailleurs ça s'appelle l'utilisation des enfants soldats dans les conflits armés. C'est très important. Un dealer à Marseille ne peut pas être considéré comme un enfant soldat, ceci dit. Il n'y a que la prévention. Il faut savoir, Kawi vient de le dire, l'ONU a une blacklist de pays qui les emploient. Il existe. D'ailleurs, on y a ajouté en 2024 Israël et le Hamas. Donc on est à une cinquantaine d'États, ce qu'on appelle sur la blacklist. On identifie, on sait. Alors comment y arriver? Moi, quand j'ai vu sur les programmes des Nations Unies ce qu'ils appellent le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Et l'UNICEF parle également de démobilisation, démilitarisation, prévention. Je pense qu'il faut mettre la prévention avant. Parce qu'une fois que ça arrive, on n'a rien fait. Donc c'est tout un travail en amont qui doit être fait par l'ONU, par les organisations continentales et internationales, par les ONG, parce que les ONG jouent un rôle important dans ce domaine. Ils ont été à l'origine de dénonciations importantes un peu partout dans le monde. Et il y a une pédagogie à faire, parce que, vous savez, les préjudices sur ces enfants sont énormes, sur le plan de santé mentale, santé physique, sur la déscolarisation, la désocialisation sont immenses. Et je pense qu'il faut prendre la chose au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, pour moi et pour bon nombre, c'est une journée de commémoration triste, compte tenu de l'état des enfants soldats dans le monde. C'est une responsabilité collective tant que les enfants seront envoyés au front. Il faut la célébrer par la dénonciation et des mesures vigoureuses contre les auteurs et les pays qui ferment les yeux sur ce phénomène ou qui eux-mêmes enrôlent les enfants, parce que l'UNICEF parle de 9 États et d'une cinquantaine d'organisations armées qui utilisent les enfants soldats. Donc c'est de l'action qu'il faut demander à partir d'aujourd'hui. Ça fait 23 ans qu'on célèbre cette occasion. Je pense que les résultats escomptés n'ont pas été atteints de mon humble avis. Mais une société qui sacrifie ses enfants à la guerre est une société qui scie cette branche, j'ai envie de dire, sur laquelle repose son avenir au final. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Mes remerciements à vous également, professeur Mekawi. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir enrichi ce débat ce soir. C'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.